Ça fait une bonne vingtaine d'années que je me penche sur le phénomène qui a été baptisé fibromyalgie. Et les hypothèses cliniques que j'ai avancées au fil des ans et que j'ai toujours présentées comme des hypothèses m'ont régulièrement valu des volées de flèches empoisonnées. J'ai toujours accueilli cette virulence, j'y reviendrai tout à l'heure, comme finalement ce que nous vivons chaque jour avec nos patients en analyse, à savoir qu'ils entrent en thérapie parce qu'un symptôme les fait souffrir, et paradoxalement, c'est comme s'ils ne voulaient pas se séparer de ce symptôme. Alors aujourd'hui, après avoir rassemblé mes notes, je voudrais tenter une synthèse sur le sujet en m'efforçant de rester aussi proche que possible de la clinique. D'abord, vous connaissez tous évidemment ce mouvement réflexe qui fait se soulever et se refermer les épaules lorsque nous sommes surpris, effrayés. Nous l'avons déjà tous vécu. Un bruit soudain, un cri, une explosion, un geste menaçant, et instinctivement les épaules se mettent en position de protection. Même l'attente d'une explosion dont on sait qu'elle va se produire, ou l'attente d'un coup dont on sait qu'il va nous être porté, provoque ce mouvement réflexe de repli. La chose est tellement banale que le langage familier a créé pour elle une expression très imagée. Nous disons que nous rentrons la tête dans les épaules. Bon, évidemment, anatomiquement parlant, c'est faux puisque ce sont les épaules qui se soulèvent. Si j'évoque ce mouvement, c'est parce qu'il se manifeste d'une façon tout à fait naturelle chez l'être humain aussi bien que chez l'animal lorsqu'un danger ou l'intuition d'un danger, l'imminence d'un danger ou encore l'annonce d'un danger impose un comportement de protection, un comportement de survie. Les muscles, les tendons, les ligaments de la ceinture scapulaire se mettent alors en tension et demeurent en tension aussi longtemps que les signes annonciateurs du danger ou le danger lui-même sont présents dans l'environnement. Et puis, lorsque ces signes disparaissent, eh bien, on observe la lise, la fonte de toutes les tensions de la zone anatomique concernée. C'est-à-dire que les épaules retombent, s'ouvrent à nouveau, la souplesse revient s'installer dans les divers mouvements naturels de la nuque. Voilà du moins ce qui devrait se passer lorsque le danger disparaît et que la peur a donc toutes les raisons de s'évanouir. Seulement, cela n'arrive en réalité que dans des circonstances idéales, c'est-à-dire lorsque l'adaptabilité de l'individu est intacte. Dans un environnement objectivement ou présumé dangereux, une capacité d'adaptation est rapidement mise à l'épreuve. Un peu, si vous voulez, à l'image des différentes couches d'un millefeuille, plusieurs situations peuvent agir sur nous d'une façon telle que le mouvement réflexe que je viens d'évoquer n'est plus normalement suivi de la phase de détente. Alors, eh bien, se fait jour un processus de rigidification musculaire qui ouvre des perspectives nouvelles dans la compréhension de certains syndromes aujourd'hui expliqués, nous dirons, de façon insatisfaisante. Alors je vous propose de nous pencher successivement sur les 3 couches de ce millefeuille indigeste. En premier lieu, il y a la rigidification musculaire brutale. C'est une rigidification qui peut être observée dans les états de stress post-traumatique qui s'installent après un traumatisme d'une grande violence. Et quand je dis grande violence, je veux parler de ces événements tellement inattendus, brutaux, terrifiants, dévastateurs,
qu'il nous fige, il nous statufie, il nous rigidifie. L'humain ou l'animal ne peuvent pas réagir autrement que par la sidération, l'immobilité totale. L'état induit par ce traumatisme et les tensions qui ont accompagné l'effroi vont s'installer comme une seconde nature, si je peux dire. L'individu considère en quelque sorte que le danger est toujours là, il est permanent, il peut survenir à n'importe quel moment et il est en conséquence naturel de s'y préparer. Quand je dis l'individu considère, comprenez bien évidemment qu'il n'y a rien de pensée, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de conscience, de volonté de mettre en œuvre quoi que ce soit. Disons que pour l'instant, le corps se souvient. Voilà, il a engrammé la peur jusque dans ses cellules. Les praticiens qui côtoient les victimes de traumatismes lourds observent quasi systématiquement chez ces personnes les mêmes tensions, dans les mêmes zones du corps, les mêmes voussures, les mêmes replis, les mêmes évitements, les mêmes raideurs, les mêmes fixités. La peur a tellement imprégné les tissus de l'individu que celui-ci fonctionne désormais selon un mode nouveau qui consiste à être en permanence aux aguets, dans l'attente d'un nouveau traumatisme. Ces personnes ont perdu toute souplesse et cela se voit dans leurs gestes, dans leur façon de se mouvoir, de marcher. Parce que voyez-vous, dès lors que la ceinture scapulaire est rigidifiée, le bassin ne saurait tarder à l'être à son tour comme une conséquence naturelle. Cette perte de souplesse physique se manifeste également par une rétraction de la pensée. Je ne trouve pas de mot plus approprié pour dire la chose. Une espèce d'aridité mentale s'installe. La créativité s'appauvrit, la concentration devient difficile, la mémoire patine, le champ des conceptions de l'individu se rétrécit. Finalement, c'est toute l'économie de la personne qui est atteinte. Il existe une deuxième forme de rigidification, c'est la rigidification progressive. Une rigidification consécutive cette fois à une succession de stress, une accumulation de couches de traumatisme, à l'image de la poubelle et des couches de détritus qui s'accumulent les unes sur les autres. Alors permettez-moi d'illustrer la chose par une petite histoire. Nous sommes dans un laboratoire. Et voilà un laborantin, les yeux rivés sur son microscope, qui observe une petite amibe dans un milieu aqueux sur une lame de verre. Que voit-il? Eh bien, il voit tout simplement le mouvement vital, le mouvement primaire de l'amibe, qui se caractérise par une phase d'inspiration suivie par une phase de contraction. C'est un rythme tranquille, régulier, on ne peut plus naturel, jusqu'au moment où notre laborantin, conduit par la recherche ou mu par un désir sadique, s'empare d'une aiguille et pique la petite amibe. Et là, regardez-la qui se contracte aussitôt. On l'imagine blessée, apeurée, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Elle était tranquille là dans son milieu aqueux, synonyme de vie, et voilà qu'elle souffre de ce qu'on vient de lui infliger. Elle sait qu'il y a du danger autour d'elle, il y a de la menace, mais elle ne sait pas d'où vient cette menace, ni si le danger persiste. Regardez-la encore, elle reste ainsi contractée un instant comme si elle attendait, à l'affût, aux aguets. Et puis, comme aucune autre agression ne vient lui occasionner de blessure, elle se remet à inspirer et à se contracter, offrant à nouveau aux yeux du laborantin le mouvement de la vie. Seulement voilà, les
impératifs de la recherche, ou les instincts sadiques de ce laborantin, le conduisent à prendre à nouveau son aiguille et à piquer une seconde fois la petite amibe qui se recroqueville aussitôt. Vous l'imaginez bien là, qui rentre la tête dans les épaules et qui regarde à droite, à gauche, apeurée, se faisant toute petite. Savez-vous ce qui va se passer? Eh bien, la petite amibe va rester contractée plus longtemps que la première fois, dans l'attente d'un éventuel nouveau mauvais coup. Qui plus est, lorsqu'elle va se mettre à retrouver son mouvement vital, eh bien, vous noterez que ce mouvement retrouve plus lentement son rythme normal et qu'il est même un peu restreint par rapport au mouvement vital initial naturel d'une amibe à qui l'on fiche la paix. Notre amie, la petite amibe, vit désormais avec la pensée qu'une nouvelle blessure peut lui être infligée à tout instant, que la menace peut réapparaître. Et voilà que notre laborantin sadique reprend son aiguille et pique et pique et pique encore. C'en est fini de la vie normale. La vie et la santé de la petite amibe ne pourront plus jamais être les mêmes. Notre amie va rester d'abord très longtemps contractée, dans l'attente d'un autre mauvais coup. Et puis, lorsqu'elle recommencera à respirer, elle va le faire très très chichement, comme si elle s'attendait à chaque instant à une nouvelle blessure. Et donc, les échanges qui la nourrissaient dans ce milieu aqueux vont se ralentir. La petite amibe va se plisser et elle va finir par mourir. Vous avez parfaitement compris cette métaphore. Chaque jour, quantité de gens vivent des traumatismes qui ne sont pas forcément des tsunamis, mais qui les ébranlent tout de même un peu. Et comme il faut bien continuer à vivre, à travailler, etc., eh bien, on courbe le dos. Mais on relève la tête. Allez, il faut être fort, il faut être courageux, continuons à nous battre. Et gifle après gifle, et coup après coup, on supporte, on se rigidifie chaque fois un peu plus, en mettant chaque fois davantage de temps à se relâcher, et encore on ne se relâche plus tout à fait complètement, jusqu'au jour où le corps est devenu comme un bout de bois et l'esprit comme un lac asséché. Notre faculté d'adaptation a été tellement mise à l'épreuve que nous sommes désormais désadaptés. Et enfin, comme si cela ne suffisait pas, il y a une troisième forme de rigidification qui, cette fois, nous place à peu près tous et toutes sur un pied d'égalité. Il s'agit encore d'une rigidification musculaire progressive, mais cette fois consécutive à l'évolution de nos sociétés. Remontons, si vous le voulez bien, loin en arrière dans le temps, c'est-à-dire à l'époque des sociétés rurales, agricoles ou artisanales, c'est-à-dire lorsque la force du travail se trouvait dans les muscles de l'homme et de l'animal. Le corps de l'un et de l'autre n'était jamais sollicité à l'extrême. Il y avait une horloge interne qui mesurait le degré de fatigue de l'organisme et à partir du moment où un certain seuil était atteint, eh bien, le corps était mis au repos. L'homme et l'animal mangeaient, buvaient, dormaient, ils récupéraient ainsi leur force avant de se remettre au travail. Ce schéma continue à s'appliquer dans toutes les sociétés agricoles ou artisanales. Seulement, ce rythme disparaît dès lors que la force de travail ne se trouve plus dans l'homme ou dans l'animal, mais dans la machine et dans ses automatismes. C'est ce qui se produit dans les sociétés industrielles, post-industrielles et tertiaires. La fatigue physique, la fatigue musculaire, corporelle disparaît.
et elle est remplacée par la fatigue nerveuse, psychique. C'est la tension soutenue face au danger des machines, c'est le travail de la mémoire, de la concentration, de la créativité. Le muscle n'étant plus sollicité, eh bien l'horloge interne n'a plus de raison d'accomplir sa tâche. Il n'y a plus de seuil, il n'y a plus de petites lumières rouges, plus de sirènes pour nous alerter et nous dire que nous devons nous arrêter et nous reposer. Alors, eh bien, sans nous en rendre compte, nous franchissons la limite. Nous ne prêtons pas attention au fait que nous rentrons la tête dans les épaules, que notre corps se raidit petit à petit. La tension nerveuse se traduit dans les muscles, dans les tendons, les ligaments. Elle tire, elle contracte, elle serre, elle comprime. La rigidification musculaire s'installe peu à peu. La transformation des modes de travail n'est pas seul en cause. Il faut évidemment y ajouter son corollaire, à savoir le rythme de nos activités quotidiennes, les agressions dues au bruit, à la pollution, la compétition, la rapidité, la performance sur lesquelles sont fondés tous nos systèmes économiques. Chacun est poussé à sa limite extrême et lorsqu'un signal d'alarme se déclenche, de gros dégâts sont en général déjà occasionnés à la machine humaine, que ce soit des maladies psychosomatiques, un effondrement brutal de l'équilibre psychologique, ce qu'on appelle la dépression, etc., etc. Qui parvient à tirer son épingle du jeu dans une telle situation? Eh bien, celles et ceux qui conservent une hygiène de vie permettant à leur poitrine de se rouvrir, à leurs poumons de se vider complètement et de se remplir complètement, à leur corps de garder une souplesse au moins relative, sinon optimale. Bref, nous dirons que s'en sortent mieux ceux qui font régulièrement du sport, de la gymnastique ou tout simplement de la marche, c'est-à-dire qui savent se reposer l'esprit et le corps, qui sont encore capables, ça c'est capital, qui sont encore capables de ressentir ce que cela fait d'être tendu et ce que cela fait de ne pas être tendu. Cette capacité de ressentir la tension et l'absence de tension, c'est la frontière indiscutable entre ceux d'entre nous qui conservent un capital santé et ceux qui entrent inexorablement un jour en maladie. Alors ces autres, me direz-vous, ceux qui ne prennent pas soin d'eux, sont-ils condamnés? Pas forcément. Pas forcément, parce que cette capacité de ressentir peut heureusement être rééduquée. Elle peut permettre à l'individu des temps modernes de retrouver une adaptabilité satisfaisante. Cette conférence n'est pas le lieu pour vous exposer mes vues sur le sujet, mais sachez quand même que des protocoles quasi centenaires parviennent à transformer la vie des désadaptés. Peu à peu, ceux-ci redécouvrent, se réapproprient tout un univers de sensations. Ils redonnent une utilité à leur horloge interne. Ils apprennent à se respecter et à respecter leur corps. Alors des forces reviennent irriguer les organismes fatigués et les esprits sclérosés. La souplesse refait son apparition. La guérison n'est plus très loin. Vous vous dites peut-être que nous nous sommes éloignés du sujet principal? Non. Non, parce que j'aimerais maintenant que vous fassiez le lien entre ce que je viens de vous exposer et un syndrome dont on parle très régulièrement depuis qu'il a été baptisé et à propos duquel je voudrais vous faire partager mes hypothèses. Donc, je veux parler de la fibromyalgie. Le terme de fibromyalgie n'est pas très ancien et on souffre parfois de ce syndrome sans savoir qu'on en est atteint. On le découvre souvent en consultant un rhumatologue à qui l'on fait part de ses souffrances.
Il y a des chiffres qui circulent sur Internet, aussi bien que dans la littérature médicale. On dit que 2 à 5 personnes sur 100 souffriraient de fibromyalgie. Et parfois les chiffres sont bien supérieurs. Et l'on dit enfin que la plupart des souffrants sont des femmes. Quelles sont les principales caractéristiques de ce syndrome? On en distingue classiquement 4. Le premier, c'est d'abord la douleur, l'hypersensibilité ou la sensation de brûlure qui apparaissent dans les muscles, les tendons, les ligaments. La deuxième caractéristique, c'est un sommeil haché, donc non récupérateur, qui est très souvent accompagné, c'est un peu logique, de fatigue et de raideur matinale. Troisième caractéristique, une fatigue chronique. Et enfin, une sensibilité anormale à la pression sur certains points musculaires très particuliers qui sont au nombre de 18 et que l'on retrouve quasi systématiquement chez les malades et qui ont pu en conséquence être en quelque sorte cartographiés. Il faut ajouter à ces signes d'appel une autre caractéristique qui est visible seulement sur le tracé d'un électroencéphalogramme. Il s'agit de la nette diminution des ondes cérébrales lentes, c'est-à-dire les ondes qui correspondent au sommeil le plus relaxant pour les muscles. Quoique continue d'avancer, certains de mes détracteurs les plus virulents, on ne connaît pas les causes exactes de la fibromyalgie. Et les chercheurs ne peuvent émettre aujourd'hui encore que des hypothèses. Chez certaines personnes, la maladie, entre guillemets, se développe progressivement, sans que l'on puisse relier son apparition à une raison déterminée. Chez d'autres, au contraire, il semble que puisse être mis en cause un certain nombre de facteurs. Par exemple, un accident de voiture, une blessure accidentelle, une maladie virale, une intervention chirurgicale, une infection, un choc émotif ou un stress physique. C'est-à-dire autant de causes possibles qui, de toute façon, constituent toutes des chocs, des stress susceptibles de modifier l'équilibre de l'individu. Il faut savoir également que la fibromyalgie ne produit pas de déformation, elle ne produit pas d'infirmité, mais les douleurs qu'elle fait apparaître chez le patient sont la plupart du temps source de handicap et de frustration. Au fur et à mesure que la fibromyalgie se développe, c'est toute l'économie de l'individu qui se trouve atteinte. Parce que, voyez-vous, devant l'intensité de la douleur, les patients n'ont souvent d'autre choix que de réduire leurs activités pour éviter de souffrir. Et cette baisse d'activité elle-même finit par mener à une diminution de la force musculaire et rend encore plus difficile la reprise des activités. Alors, la plupart du temps, un état dépressif s'installe, qui vient obscurcir le tableau clinique. On imagine aisément tout de même qu'une personne qui dort mal et qui souffre sera forcément fatiguée tout au long de la journée. Son manque d'énergie va retentir sur son psychisme et elle ne pourra plus mener à bien des tâches parfois élémentaires, aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre familial ou social. À son tour, l'abandon de certaines activités ou responsabilités va induire un supplément de stress et d'angoisse. Et pour ajouter une dernière couche à tout ça, soulignons que l'apparente bonne santé de ces patients rend leur attitude d'autant moins compréhensible aux yeux de leur entourage. Et bien voilà, la boucle infernale est bouclée. Il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen de guérir la fibromyalgie, qui n'est d'ailleurs pas considérée, j'insiste, comme une maladie. La fibromyalgie est classée dans la liste des douleurs chroniques, ce que confirme d'ailleurs le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, qui a financé en 2023-2024 plusieurs travaux de recherche qui concernent quoi ? La prise en charge de la douleur chronique et de la douleur de la fibromyalgie.
Les traitements actuels visent seulement à soulager la douleur et les autres symptômes. Bon, mais qu'est-ce qu'on trouve comme médication? Des antalgiques, des exercices physiques, d'étirements, des massages, des bains chauds, les médicaments qui sont destinés à améliorer le sommeil et, en tout dernier recours, les anxiolytiques et les antidépresseurs. Les fiches de l'assurance maladie destinées au public comportent même une rubrique « Vivre avec la fibromyalgie », ce qui confirme bien la limite de ce qui est proposé aujourd'hui aux souffrants. Personnellement, je considère que la fibromyalgie et son cortège de symptômes pourraient être déclenchés par une tension progressivement accumulée. Cette tension pourrait trouver son origine dans un événement ponctuel, brutal et violent, comme nous l'avons vu avec la première couche potentielle de rigidification, donc un accident, un choc émotif, ou bien dans une situation stressante longtemps maintenue, un conflit familial, une activité professionnelle où domine la concentration, un harcèlement ou encore une désadaptation aux conditions de vie, qu'elles soient professionnelles, familiales, affectives, climatiques, etc. Pour résumer la chose, d'une façon imagée encore, imaginez un ressort en extension progressive, en extension continue, un ressort que l'on ne ramènerait jamais à son état initial. Et vous comprendrez aisément ce qui peut se passer à l'intérieur de notre organisme. C'est comme si nos ressources étaient mobilisées en permanence. Et cette permanence empêche, dans un premier temps, l'individu de prendre même conscience de la tension qui s'installe en lui. Ensuite, eh bien, il est trop tard. La rigidification s'empare petit à petit des muscles, des tendons, des ligaments. Le corps oublie cet automatisme physiologique qui veut qu'une tension soit naturellement suivie d'une détente. Les choses s'enchaînent alors inexorablement. Vous avez bien évidemment déjà souffert d'une crampe et vous savez combien ça fait mal une crampe. Eh bien, imaginez que l'ensemble de votre corps soit crampé et vous aurez une idée de la douleur que peut ressentir une personne qui souffre de fibromyalgie. Face à cette souffrance générale, globale, quasi permanente, il n'est donc pas étonnant que tous les moyens susceptibles de réduire cette tension permettent d'observer une amélioration de l'état du patient. Mais s'il s'agit des moyens que j'ai cités il y a un petit instant, il est évident que le bénéfice dure tant que les moyens sont mis en œuvre et que l'interruption du traitement va forcément signer le retour des symptômes. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il existe pourtant une alternative au massage, aux étirements, aux bains chauds, aux anxiolytiques et aux antidépresseurs. L'alternative, c'est ce qui devrait toujours constituer l'issue d'une thérapie, à savoir l'acquisition par le patient de la plus grande autonomie possible. Et en matière d'autonomie, eh bien, je le disais, des approches quasi centenaires peuvent véritablement révolutionner la vie des personnes qui souffrent de fibromyalgie. Je ne fais que les citer parce que, encore une fois, ce n'est pas le lieu pour les développer, mais je veux citer le training autogène du docteur Schultz et la méthode Jacobson. Toutes deux contiennent dans leur protocole, j'insiste, l'ensemble des principes thérapeutiques que nombre d'approches nouvelles prétendent avoir découverts. Alors, en conclusion de mon propos, je voudrais ouvrir quelques pistes, lesquelles, en ce qui me concerne, sont issues de la clinique et exclusivement de la clinique. Je voudrais dire que dans un contexte où le marketing thérapeutique
conduit à créer autant de nouvelles pseudothérapies que de pseudo-maladies, la fibromyalgie me semble l'exemple par excellence d'un syndrome né des 3 couches de rigidification possibles que j'ai exposées aujourd'hui. Toutefois, rien n'empêche par ailleurs de postuler que, tout comme la spasmophilie par exemple, la fibromyalgie pourrait faire partie des tableaux cliniques évoquant une expression actualisée socialement et culturellement de la classique structure hystérique freudienne, c'est-à-dire un tableau clinique suffisamment policé pour être médicalement admis et reconnu. Parce que, voyez-vous, dans le syndrome de la fibromyalgie, c'est un corps qui parle, à travers ses multiples somatisations, le corps comme seul moyen finalement d'exprimer en lieu et place des mots les échos de traumatismes passés et parfois toujours à l'œuvre. Témoin de couches de stress parfois innombrables, le corps utilise le seul langage qu'il a à sa disposition et qui permet d'attirer l'attention, la douleur. Alors, extirper les émotions enquistées dans les tensions musculaires, tendineuses et ligamentaires, faire crier et pleurer la douleur, convoquer le passé une fois pour toutes et mettre enfin en mots la partition auparavant silencieuse de l'horreur et de la peine. Que cela passe par une psychothérapie à médiation corporelle, par une psychanalyse ou par une alliance intelligente des 2 voies. C'est ce que le thérapeute doit aider le patient à vivre.